qui est pour moi un véritable signe de réveil. Parce que qu'est-ce que c'est être un homme éveillé ou réveillé? C'est d'être debout, de revendiquer. Revendiquer ses droits, revendiquer sa vérité. Je n'ai pas dit la vérité, c'est parce que chacun a sa vérité. Et aujourd'hui, ce qui se passe depuis hier en Palestine, le média du monde entier, je vous le jure que je n'ai pas dormi une seconde cette nuit, je suis resté connecté à toutes les télévisions en langue arabe, en anglais, en français, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe réellement, pour faire une opinion. Parce que on a ce qu'on appelle l'axe de bien, auquel je prétends d'appartenir, et l'axe de mal, c'est les autres. C'est exactement la même chose pour les autres. Eux, ils pensent que ce sont les actes de bien, et nous sommes l'axe de mal. Qu'est-ce qui se passe hier? L'Iran répond à l'agression israélienne, c'est-à-dire Israël a commis un acte sans précédent dans le monde de détruire le consulat de l'Iran à Damas. Dans la rue dans laquelle j'ai habité, c'est au cœur de Damas, l'artère principale de Damas, c'est boulevard de Mezzeh. Et le consulat de l'Iran, il est entouré par des maisons. Il n'est pas tout seul comme ça, comme un palmier dans le désert. Et donc, avoir l'idée de bombarder, détruire un consulat, c'est absolument une provocation. Je veux dire, il n'y a pas un acte plus important, plus provocateur que détruire le consulat de l'Iran, en sachant que juste tous les jours, Israël, depuis le 7 octobre, ils sont en train de tuer des gens. Mais là, Israël, et surtout Netanyahou, il voulait absolument entraîner les États-Unis dans cette guerre. Et pourquoi? Et ça, c'est très important de l'expliquer, de le répéter tous les jours. Parce que Netanyahou, qui se prend pour le Charles de Gaulle d'Israël, elle le dit dans toutes ses conversations que je suis le Ben Gurion, le deuxième fondateur de l'État d'Israël, c'est moi qui dois amener mon peuple au royaume de David. Donc il répète ces genres de mots. Et là, aujourd'hui, comme je l'ai dit hier on était à une manif pro-russe, et je le dis que quand Netanyahou a pris quelques semaines avant le raid palestinien de 7 octobre, il a appris que les Palestiniens ils vont amener un acte de résistance. Il a frotté les mains. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des véritables connaisseurs de proximité de ce qui se passe en Israël. Netanyahou, il a frotté les mains. Il a dit avec ses copains américains et anglais et français, c'est très bien, ils vont venir, ils vont tuer quelques soldats israéliens, ça va me permettre de ravager Gaza, de chasser les habitants de Gaza, les 2,5 millions, comme dans sa tête comme dans la tête de tous les anglo-saxons occidentalo-sionistes du monde, les Arabes, ils ne savent pas faire la guerre. Les Arabes, ils ne connaissent pas la résistance. Les Arabes, on le frappe un coup et ils vont tous partir. Donc, elle est basée sur cette littérature qui date depuis 1095. Depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit 1095, c'est le début de la guerre de croisée contre la Syrie. Et depuis 1095, les croisés qui sont partis là-bas, il y avait presque la moitié des soldats, la deuxième moitié, c'était des écrivains, pour rapporter ce qui se passe là-bas. Et ils ont commencé à faire ce qu'on appelle cette littérature. Aujourd'hui, si vous prenez la peine de regarder sur Internet, vous allez trouver des milliers de livres. Ça commence par des grands noms, comme Newton par exemple, comme Victor Hugo, comme Chateaubriand. Chateaubriand, un des plus grands philosophes français, il a dit « Il faut être naïf de croire que les croisés ils sont partis là-bas pour sauver l'église de nativité de main de musulmans. On est parti là-bas pour contrôler Jérusalem et Damas, car c'est lui qui contrôle Jérusalem et Damas devient le maître du monde.
et nous sommes, c'est-à-dire lui, nous sommes le maître du monde. Donc, si vous voulez, cette guerre a commencé en 1095, au mois d'octobre, quand ils ont obtenu l'aval du pape de Rome à l'époque. Je suis historien, je vous dis des choses qui existent. Je veux dire, c'est des pièces qu'on peut toucher, qu'on peut lire, qu'on peut documenter. C'est pas une conversation de café. Et depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, ils ont cassé l'Égypte. Et une fois que l'Égypte a voulu se lever, ils ont cassé l'Irak. Une fois que l'Irak a commencé à sortir de la seuil de pauvreté. Et ils ont cassé l'Algérie quand l'Algérie a commencé à émerger. C'est-à-dire, à chaque fois, ils voient un pays arabe qui commence vraiment à se mettre pour progresser, pour se développer, on le casse. Et je peux vous dire des dates depuis 1095 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une période de 15 à 20 ans sans une guerre atroce contre le monde arabe. Tous, de Maroc jusqu'à le sultanat d'Oman. Si on prend la dernière guerre, qu'est-ce qu'on appelle le printemps arabe, pour ne pas trop vous embêter avec l'histoire, ce qu'on appelle le printemps arabe. Le printemps arabe, qu'est-ce que c'est? Il est né dans la tête de Zbigniew Brzezinski et Hillary Clinton. Ils ont dit, les Arabes maintenant, ils commencent à avoir beaucoup d'argent, ils commencent à avoir beaucoup de jeunes talents, ingénieurs, médecins, etc., etc. Il faut absolument les diviser. Quels sont les pays arabes les plus forts qui émergent véritablement? Ils ont commencé par l'Irak. L'Irak, George Bush, il a dit, Dieu, j'ai vu Dieu dans mon rêve, vous vous rappelez de ça? Il a dit, j'ai vu Dieu dans mon rêve, il m'a donné comme mission d'envahir l'Irak. Et pourtant, quelques années auparavant, ils étaient avec l'Irak contre l'Iran. C'est eux qui ont donné les armes au président irakien Saddam Hussein pour qu'il fasse la guerre contre l'Iran. Et c'est eux qui ont demandé à Saddam Hussein d'aller envahir le Koweït pour justement lui trouver un flagrant délit et le taper après. C'est un véritable pièce de théâtre. Quand l'Irak est tapé, quand l'Irak était cassé, ils ont dit qui en deuxième? C'est la Syrie. Là, ils ont dit la Syrie, ils ont étudié le cas. La Syrie, ce qu'on appelle soi-disant le régime, enfin l'État syrien, il est fort, il est très fort. Ils ont joué les pièces de domino. Ils ont dit c'est pas la peine de commencer tout de suite par la Syrie, on va faire la Tunisie, c'est le plus fragile. Quelques opérations dans la rue de Tunis et le président tunisien, il est parti. De Tunisie en Égypte. Et ils ont organisé un véritable coup d'État en Égypte pour casser le président Morsi et mettre le clown Sisi à sa place. Quand la Tunisie et l'Égypte, ils ont capoté en quelques jours, ils ont dit ça y est, c'est maintenant le tour de la Syrie. Et c'était le 20 mars 2011. Alors, le 20 mars 2011, je suis syrien, ça faisait exactement 25 ans que je suis à Paris. Et je n'avais pas mis le pied en Syrie pendant 25 ans. J'ai regardé qu'est-ce qui se passe, j'ai étudié parce que quand même, je suis né dans une famille politique. La première souvenir dans ma tête, c'est en 1967, quand je voyais les avions israéliens bombarder mon village, parce que je suis à quelques kilomètres de la Palestine. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est le tour de la Syrie. Là, j'ai décidé, mais vraiment, ça m'a pris quelques jours pour prendre une décision et de dire, je vais aller en Syrie. Et je peux vous témoigner, avec la clarté, la sincérité absolue, qu'il y avait des gens qui ont des sacs en argent, qui louaient le service des jeunes pour manifester contre la Syrie, absolument. Et puis ils avaient des terroristes à eux qui tiraient sur le manifestant pour tuer, pour dire que c'est
les policiers de l'État syrien qui tuaient les manifestants. Et ça commençait comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en Syrie avant le mois de mars 2011 ? Avant mars 2011, la Syrie, c'était un pays en voie de développement. Pratiquement tout le monde a du travail. Il fait un très très bon vivre parce que quand même, la Syrie, il y a 4 saisons. La saison de printemps en Syrie, c'est un paradis sur terre. Les gens, ils n'étaient pas malheureux du tout. Les gens, ils avaient leur propre appartement et beaucoup, ils avaient la capacité d'acheter une voiture. Pour un pays de tiers-monde, c'était quand même l'idéal. Les gens faisaient des projets. J'ai fait un dossier pour le Parlement européen, je l'ai présenté pour leur montrer. 70% des jeunesses syriens avaient des projets. Ils n'étaient pas en train de tourner en rond. On a commencé à casser la Syrie. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de Syriens qui sont en exil, 1 million de martyrs, 1 million de blessés et 10 millions qui sont partis dans le reste du monde. Mais 1,5 million en Europe uniquement. Entre le Liban, la Jordanie, l'Europe et l'Amérique, il y a pratiquement, et la Turquie, il y a 10 millions. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ? La Syrie elle est occupée par la Turquie dans le nord, l'Amérique, le nord-est et l'est et le sud-est, là où il y a des pétroles, là où il y a des richesses, l'Amérique installée avec ses forces et ses bases militaires. Israël, bien sûr, sud-ouest, donc nous sommes un pays encerclé par des ennemis. Donc tout ça, c'est né dans la tête de Zbigniew Brzezinski, le maître de pensée américain, anglo-saxon, et bien entendu la France malheureusement suit bêtement. C'était François Hollande à l'époque président. Imaginez, qu'est-ce qu'il y a comme litige entre la France et la Syrie pour que François Hollande envoie des avions en 2018, bombarde le centre de recherche pour les enfants, pour les jeunes étudiants de l'université de Damas, Markaz el-Bihouth, le centre de recherche à côté de Damas. À l'époque, le jour où ils étaient bombardés, 2 neveux à moi, des fils de mes sœurs, faire leurs études dans ce centre. Ce n'était pas une usine de fabrication d'armes chimiques. Donc, je reviens à ce qui s'est passé hier. Ce problème, il n'est pas né hier, il n'est pas né le 7 octobre, il est né 1095 quand l'armée des croisés a commencé à envahir la Syrie. Si je peux vous dire, quand j'ai écrit ça dans mon livre, la personne qui m'a aidé à faire la correction d'orthographe dans mon livre, quand il a commencé à lire, il m'a dit « Adnan, c'est un Français chrétien, catholique, pratiquant. » Il m'a dit « Je suis choqué par quelques lignes dans ton livre. » Je disais « Le quoi ?» Il m'a dit « Comment tu racontes que les croisés, ils ont mangé les enfants en barbecue ?» Je lui dis « C'est la vérité. » Je veux dire, c'est pas... regarde des historiens et qu'ils ont plus de notoriété que moi, comme Albert Descamps ou d'autres historiens, regarde dans les livres de l'histoire. Et quand il a véritablement regardé dans le livre de l'histoire, il est venu pleurer, il me dit « Mais comment ça se fait que moi j'appartiens à une nation qui, mes ancêtres, ils ont mangé, ils ont dévoré des enfants ?» Quand ils sont arrivés à Antioche, la première ville chrétienne en Syrie, dans le nord-ouest de la Syrie, ils ont trouvé une résistance farouche. Et qui résistait ? C'était surtout les chrétiens orthodoxes, avec les Syriens musulmans. Ils ne voulaient pas cet envahisseur qui vient, soi-disant, sous la bannière de la croix, parce qu'ils ont compris que c'était une tromperie. Alors, pour casser cette résistance, ils prenaient les enfants, ils les mettaient sur le proche, et ils les cuisinaient et les mangeaient.
Mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est une photocopie conforme. Je veux dire, Netanyahou, il n'a rien inventé, il a juste repris des pages de l'histoire. C'est pour ça que j'ai jugé que c'est absolument utile, pour moi, que je me permets de le dire, que je suis un véritable connaisseur de l'Occident et de l'Orient, parce que je suis les deux à la fois. Je suis fier, très fier de mes racines, et je suis fier de faire cette expérience de venir vers l'Europe, de découvrir cette civilisation qui a tant donné à l'humanité. Il faut pas, je veux dire, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Mais aujourd'hui, je pense, en résumant, c'est temps que les Européens se réveillent vraiment, qu'ils travaillent main dans la main avec la Russie et le monde arabe, parce que en fait, les deux voisins de l'Europe sont la Russie et le monde arabe. C'est les deux voisins le plus près, le plus proche. Et c'est avec eux, les Européens, ils vont faire leur projet, leur vie et leur progrès. Ce n'est pas avec les Américains qui cassent à chaque fois l'Europe, qui alimentent des guerres. Regardez, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus soi-disant pour libérer la France. 12 jours avant, le général de Gaulle, il ne savait pas quand l'embarquement américain allait arriver à Normandie. 12 jours avant. Et je connais très bien, j'ai vécu de longue date avec l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général de Gaulle, qui m'a tout raconté. J'ai tout enregistré. Donc ils sont venus pour occuper la France, pour coloniser la France, pour casser l'Europe. Et aujourd'hui, s'ils peuvent le faire, ils le feront. Parce qu'ils ont commencé déjà en 2005. J'étais président d'une association et j'ai vu comment l'ambassadeur des États-Unis nous a invités pour nous encourager à brûler des roues de voiture dans le 93. Ça sera l'objet de mon deuxième livre que j'ai commencé à écrire. Donc, le salut de l'Europe aujourd'hui, c'est vraiment de tourner la page, de suivre atlantiste anglo-saxon et de travailler avec la Russie, parce que dans la mentalité profonde de Russes et des Arabes, ils n'ont pas cette envie de piller, de voler l'âme des autres. Il y a la mentalité de coopérer avec les autres, en bonne intelligence. Donc voilà, c'est le résumé de ce livre, et que j'ai mis 1 an et demi de l'écrire, et je l'écris avec passion, avec conviction et avec sincérité absolue. Et je dis, ce n'est pas la vérité, mais ça, c'est ma vérité à moi. Et si ça ne vous dérange pas, je vais demander à Lina de venir lire quelques lignes de ce livre. Tu veux bien, Lina? Tu as changé d'avis? Donc, Lina, c'est ma petite fille. Elle a absolument insisté pour venir lire quelques lignes de livre. Ce n'est pas moi qui l'ai obligée, elle m'a vraiment demandé, parce que la dernière fois, c'était sa grande sœur qui est venue. Alors aujourd'hui, c'est elle. Et moi, d'une manière générale, je parle beaucoup avec mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de quartier même, autour de moi, parce que j'estime que si on ne connaît pas l'histoire, on est aveugle. Connaître l'histoire, c'est le b.a.-ba de comprendre la vie. On ne peut pas faire de la politique, on ne peut pas faire, quoi que ce soit si on est ignorant de l'histoire. L'histoire, c'est notre guide, c'est notre lumière. Lina, c'est à toi maintenant. Essaye de lire plus fort, s'il te plaît. L'Occident commence alors à faire appel au génie de ses spécialistes des médias psychologiques et militaires pour créer une nouvelle image de l'arabe autre que l'image qu'il dépeint de lui depuis des centaines d'années. Les Arabes deviennent des terroristes yeux rouges qui monopolisent le pétrole, répondant aux besoins de l'Occident industrialisé et sapent la sécurité d'Israël. Ils le décrivent comme un petit État protégeant les survivants juifs de l'Holocauste hitlérien, recherchant la sympathie du monde pour eux. Le cinéma et tous les médias ont également commencé à décrire et à établir dans l'esprit des Occidentaux une nouvelle image des Arabes.
des terroristes, des gens immoraux et des trompeurs dont la seule préoccupation est le divertissement, les orgies et les jeux de hasard dans les boîtes de nuit de Paris, de Londres et de New York. Plus important encore, il les montre détestant les chrétiens et les instincts grégaires. Toutes ces méthodes trompeuses, pleines de haine et d'arrogance, sont utilisées encore aujourd'hui par l'Occident en Palestine, en Irak, en Syrie, en Égypte et dans tous les pays arabes pour maintenir son contrôle sur nous sans que nous trouvions un moyen efficace d'y faire face. Mais cet Occident restera-t-il impuni ? Jusqu'à quand l'homme oriental restera-t-il sous la domination de l'Occident ? Merci, Lynn. Donc, jusqu'à quand l'homme arabe restera-t-il sous la domination occidentale? Merci, Lina. Donc, il a terminé par jusqu'à quand l'homme arabe restera-t-il sous la domination de l'Occident? Pour vous, peut-être, cette phrase n'a pas beaucoup de sens, n'a pas beaucoup la force qu'il a auprès de moi, parce que vous êtes en dehors de ça. Mais moi, je suis né dans un village, mon village, quand je suis né en 1957, on n'avait pas d'électricité, on n'avait même pas de route goudronnée. Quand on part d'un village à l'autre, on marche sur des routes terriennes. On a plein de poussière, plein de terre sur nos vêtements, etc. On n'a pas de l'eau dans la maison. Moi, j'ai passé ma vie à voir ma mère aller avec le galon de l'eau qu'elle portait sur la tête, presque 1,5 km pour chercher de l'eau à la maison. Donc, je veux dire, on est né pratiquement dans le Moyen-Âge. Et pourtant, en 1700, il y avait un État qui a commencé à émerger en Syrie. C'est l'État de Fakhreddin. L'Europe, elle l'a complètement cassé. Mais vraiment, il l'a mis par terre. Et c'est pour ça, ce que j'ai écrit, moi, j'ai tellement étudié l'histoire en long et en large, et j'ai essayé de le résumer dans ces quelques lignes et dans mon livre pour faire un appel aux gens de se réveiller, et surtout les Arabes. Parce qu'aujourd'hui, si l'Arabe n'est pas réveillé, l'Occident il ne va pas lui offrir ce qu'il a lui, il a acquis. Donc en fait, ce livre, il est plus pour les Orientaux, pour les Arabes, mais aussi un deuxième partie pour les Occidentaux. Et c'est un véritable appel à l'amitié et aux coopérations entre les deux, et pas à la haine, ce que les autres veulent nous faire croire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.